Bonjour tout le monde, ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier développement et communication en compagnie d'Éric Saint-Arnaud, inspecteur en urbanisme et environnement. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, paysage humanisé, une des nombreuses formes d'air protégé qui peut être reconnue au Québec. Alors, je vous rappelle que cette démarche est vraiment au cœur du développement de notre avenir. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant du suivi de ce dossier par différents mécanismes. Il y aura des épisodes subséquents dans nos balados sur ce même sujet, les discussions lors des séances publiques telles que prévues aux ordres du jour qui sont publiés le vendredi précédent chaque séance, ou encore les différentes consultations publiques qui sont prévues en cours de processus pour obtenir le statut de paysage humanisé. Alors, je vous invite à être à l'écoute, surveillez vos courriels, adhérez à l'infolette, soyez au rendez-vous des activités de cette démarche. Alors, sur le site web de la municipalité, notre présentation du balado 16 indique un tableau avec toutes les catégories d'aires protégées, débutant par la catégorie 1A, où tout développement est interdit, là, incluant l'accès au public. La catégorie 1A, c'est la réserve naturelle intégrale. Alors, Éric, quel type d'aire protégé constitue le paysage humanisé? Mais le paysage humanisé, ça correspond à la catégorie 5, paysage terrestre ou marin protégé. Donc, sur l'échelle de 6 catégories différentes, dont le 1 est la plus protégée, c'est la catégorie 5 de 6. En résumé, un paysage humanisé, c'est un territoire qui est occupé par l'homme, qui a des caractéristiques particulières ou rares qu'on désire protéger. Le paysage humanisé prend forme dans un document qu'on appelle une entente de conservation qui vient définir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire sur ce territoire. Alors, on vous a mentionné qu'il y avait un seul autre projet qui existe comme ça au Québec, c'est le projet de l'île Bizarre. Alors, quelques photos et explications de leur présentation sont indiquées sur notre site web et vous démontrent l'orientation qui a été prise pour la conservation de la biodiversité ainsi que la superficie qu'on a décidé de protéger. Alors, l'ouest de l'île Bizarre, qui présente des caractéristiques uniques pour la conservation de la biodiversité dans un contexte habité, on le rappelle, et même en zone agricole pour eux, en raison de sa proportion élevée de milieux naturels et de leur diversité, soit une alternance de massifs forestiers, de friches, de milieux humides, hydriques et riverains. Alors, c'est ça le paysage qui a été déterminé pour l'île Bizarre. Alors, toujours dans notre présentation sur le site web, il y a plus de détails et les photos là, sur le projet de l'île Bizarre. Alors, Éric, veux-tu nous dire un petit peu encore de détails sur ce projet-là? Bon, ben, le projet de l'île Bizarre, c'est un territoire terrestre principalement qui est majoritairement privé. Il comporte environ 360 logements et environ 700 habitants là, sur le territoire qui est protégé. La zone agricole, elle, qui fait partie du territoire protégé, est cultivée par 13 producteurs, dont un plus important qui est un producteur maraîcher. Le paysage humanisé comprend aussi 2 terrains de golf et offre des paysages et des milieux naturels d'intérêt. Alors, c'est pour dire que le paysage humanisé, on comprend vraiment qu'il y a la présence des activités humaines qui sont permises là-dedans. Par contre, Éric, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités qui sont encadrées dans l'entente de conservation de l'île Bizarre en termes d'interdiction et de contrôle particulier? Ben, dans le cas de l'île Bizarre, ce qui a été convenu, puisque la population a décidé de protéger avec le conseil municipal et les instances municipales et gouvernementales, entre autres, il y a différentes catégories d'encadrement. Il y a l'interdiction totale qui vise entre autres les activités de recherche ou d'exploitation de substances minérales. Donc, si on parle d'exploration et d'exploitation minière, bon, ben, eux, au niveau de l'île Bizarre, il y a une interdiction.
La même chose au niveau de la construction des oléoducs et des gazoducs. Des autres activités réalisées à des fins de production, de transformation, de transport commercial d'énergie, notamment l'électricité. Donc, on pense aux lignes de transport électrique, entre autres. Ensuite de ça, il y a une interdiction d'introduire des espèces fauniques ou floristiques envahissantes ou les prélèvements d'eau à des fins commerciales ou industrielles. Ensuite, il y a certains contrôles plus particuliers qui sont propres là, à cet endroit-là, qui peuvent faire l'objet exceptionnellement de certaines autorisations, comme le prélèvement, la capture ou le déplacement d'une espèce faunique ou floristique qui est désignée menacée, vulnérable ou susceptible de le devenir. L'implantation par ensemencement d'individus d'espèces fauniques indigènes ou non indigènes au milieu. Les activités qui modifient le drainage du sol, qui modifient le régime hydrique ou l'intégrité écologique du territoire aussi. Ça peut l'être si c'est vraiment nécessaire, mais sinon, on essaie de l'interdire au maximum. Ah, c'est clair, ça. Maintenant, on a aussi d'autres exemples dans cette entente-là de conservation de l'île Bizarre où certaines activités sont non assujetties, donc non couvertes par l'entente. En effet, Diane, dans le cas de l'île Bizarre, les activités agricoles, sauf si elles entraînent une imperméabilisation du sol, à ce moment-là, ils ont dit, ben nous, on n'encadre pas particulièrement les activités agricoles dans le cadre du paysage humanisé. Puis c'est la même chose pour les activités, s'il faut intervenir en cas d'urgence pour éviter de causer un préjudice à la sécurité des biens ou des personnes qui résident sur le territoire. Donc, qu'on peut penser, exemple, à des cas de débordement de cours d'eau, des choses comme ça qui pourraient créer des inondations, par exemple. Ben là, à ce moment-là, on pourrait intervenir, là. Donc, il y a d'autres éléments particuliers aussi à considérer. Les activités municipales au niveau de l'aménagement du territoire, quand on parle de permis de construction, par exemple, à ce moment-là, c'est vraiment l'encadrement municipal qui s'applique. Cependant, les intentions municipales, en termes de gestion de son territoire, sont intégrées à l'intérieur de l'entente de conservation. Donc, il y a un cadre qui est défini, qui vient dire la municipalité définit son carré de sable là, par rapport à la gestion de son territoire dans l'entente de conservation. Puis ensuite de ça, à l'intérieur de ça, ben là, elle va pouvoir administrer ça de façon autonome. Super. Alors, en résumé, l'entente de conservation qu'on détermine suite aux consultations publiques, elle définit quels sont les rôles, les responsabilités et les engagements, autant du ministère que de la municipalité en ce qui a trait à son territoire qui est défini comme étant un paysage humanisé. Elle prévoit aussi les responsabilités, les obligations, mais ce que chaque partie est libre de gérer selon son bon vouloir, comme bon lui semble. Alors, les différentes étapes de ce long processus pour obtenir un statut de paysage humanisé sont détaillées à la présentation. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que notre prochaine étape du processus, ce sera les consultations publiques qui auront lieu dans les mois à venir. Alors, pour l'étape subséquente, Éric, on parle de la demande de reconnaissance. Qu'est-ce que ça doit contenir, une demande de reconnaissance déposée au ministère? La demande de reconnaissance, elle va comprendre, entre autres, une description du territoire. L'important, c'est de savoir, de connaître l'emplacement qu'on veut protéger. Donc, que ce soit géographiquement, l'utilisation du territoire, les caractéristiques au niveau de la biodiversité, les caractéristiques naturelles, culturelles ou paysagères. Ensuite de ça, les enjeux qui sont liés à la reconnaissance. Pourquoi on veut protéger le territoire? Qu'est-ce qu'on sent qui est une menace pour notre territoire aussi? Ensuite de ça, le sommaire de la consultation publique. Donc, l'objectif, c'est de valider aussi toutes ces informations-là et de savoir qu'est-ce que la population, c'est quoi ses préoccupations, parce que les élus et tout ça, bon, ben, ils font partie de la population, ils sont au courant un peu de ce qui se passe puis des désirs des gens, mais on veut quand même consulter la population là, de façon vraiment spécifique à ce sujet-là. Ensuite de ça, on va pouvoir définir les objectifs de conservation et de mise en valeur envisager là, de ce qu'on veut protéger, justement, qu'on demande au ministère en quelque sorte.
puis ben, tous les autres documents ou renseignements qu'on peut considérer nécessaires pour l'analyse de la demande par le ministère. Alors, il y a un peu plus de détails dans la présentation, mais nous aurons l'occasion là, de parler des étapes subséquentes lors des prochains balados. Alors, dans le cadre de la démarche préparatoire, Éric, explique-nous ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, à l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme en février 2023, on a eu plusieurs prises d'informations et discussions auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, autant par les membres du conseil municipal que du personnel au niveau administratif. Il y a eu plusieurs rencontres de travail aussi, autant à l'interne qu'avec des partenaires externes, pour mieux connaître ce que ça implique de déposer une demande de paysage humanisé et une fois que le statut est obtenu, qu'est-ce que ça change dans la gestion au quotidien sur le territoire. Suite à ces étapes-là, on s'est inscrit au processus en vue d'obtenir, pour pouvoir obtenir des subventions et puis des aides au niveau gouvernemental pour la préparation du projet, puis nous accompagner dans les différentes étapes qui visent à déposer cette demande-là. Ensuite de ça, en juin dernier, il y a eu un avis de motion qui a été déposé pour présenter un projet de règlement de contrôle intérimaire. Ce règlement de contrôle intérimaire-là a été approuvé par les membres du conseil municipal lors de la séance publique du 4 juillet dernier. Alors, pourquoi avoir fait un règlement de contrôle intérimaire, temporaire? Bon, c'est sûr que dans les prochains mois, on va discuter beaucoup d'environnement puis de la façon dont on vit et on développe notre territoire. Donc, durant cette période-là, dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de discuter de ça avec la population et puis c'est de mettre un point de départ qui est plus restrictif, qui vient dire, on met sur pause un petit peu nos activités, là, un certain temps, là, le temps de réfléchir et de discuter de ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on va mettre en place. Puis ensuite de ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante, là. Alors, on le dit, c'est un règlement intérimaire, c'est un règlement temporaire qui a une durée de vie de quelques mois qui ne doit pas dépasser 1 an. Et pendant cette période-là, il n'y a pas possibilité d'obtenir une dérogation à ce règlement-là intérimaire. Un projet de règlement de remplacement de ce règlement de contrôle intérimaire-là sera présenté à la population. Le but, c'est de proposer vraiment un cadre réglementaire permanent qui va être mieux approprié aux enjeux d'aménagement du territoire, en tout cas assurément plus approprié que le règlement de contrôle intérimaire qui, lui, vraiment est plus restrictif, s'applique de façon plus mur à mur. Donc, il faut construire et habiter le territoire en tenant compte des changements climatiques. Il faut préserver nos plans d'eau, il faut conserver les milieux humides qui agissent comme des éponges en créant des corridors de biodiversité aussi pour les espèces et tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte puis de s'assurer de respecter si on veut continuer à bénéficier des avantages que le territoire nous donne. Alors, bien sûr, le travail acharné du personnel, des membres du conseil, en collaboration avec le personnel du ministère, va nous permettre de suivre scrupuleusement le processus qui est rattaché à la démarche de se faire reconnaître comme un statut de paysage humanisé. Donc, il faut bien comprendre que le résultat, suite aux consultations publiques, c'est là qu'on va vraiment prendre la décision de savoir, qu'est-ce qui va s'en venir pour la suite? Parce que présentement, le conseil municipal et l'administration et tout ça, on en discute, on travaille, on brasse des idées, mais c'est vraiment avec la population qu'on va décider où est-ce qu'on est prêt à aller, où est-ce qu'on n'est pas, on est mieux pas aller. Alors, en effet, les consultations publiques, on rappelle que toute la population est invitée à y participer de façon constructive, en prenant le temps d'examiner les dossiers, les tenants et aboutissants de chacune des décisions. Alors, on comprend ici que cet exercice-là, de se faire reconnaître comme un statut de paysage humanisé, c'est travailler à définir notre avenir. Regardons maintenant les avantages pour Saint-Mathieu-du-Parc d'obtenir un paysage humanisé. Premièrement, on veut s'assurer la protection des attributs écologiques et des paysages de notre territoire.
On veut assurer le maintien des services écosystémiques. Ce qu'on définit les services écosystémiques, c'est les avantages qui peuvent être soit monétaires ou non que l'humain tire de la nature, que ce soit les avantages au niveau du bien-être, comme que ça peut être au niveau de la protection de notre style, notre rythme de vie, là. Donc, ce sont tous les avantages qu'on tire de la nature. Oui. Ensuite de ça, il y a encadrer et protéger les activités qui sont liées à l'exploitation des ressources naturelles ou énergétiques. Donc, un peu comme ce qu'on a vu avec l'île Bizarre, il y avait cette préoccupation-là aussi au niveau de l'exploration et l'exploitation minière, les coupes forestières, les lignes de transport électrique, les oléoducs. On peut penser au parc éolien aussi, etc. Donc, ça fait partie des avantages qu'on pourrait tirer du paysage humanisé aussi. Somme toute, il s'agit ici là, de trouver un juste équilibre entre le développement du territoire et l'environnement. Développer sans menacer la qualité de l'eau de nos lacs et cours d'eau, la survie de la tortue des bois ou la qualité de vie que l'on retrouve dans notre nature exceptionnelle à Saint-Mathieu-du-Parc. Alors, en termes de prochaines étapes, les citoyennes et citoyens qui ont des préoccupations, des cas réels à soumettre, nous vous invitons à contacter le service d'urbanisme pour vous assurer d'avoir une information juste et précise selon votre dossier personnel. Soyez à l'affût du suivi de ce dossier, le paysage humanisé, et participez aux consultations publiques. Vous êtes les bienvenus. Toujours en terminant les balados, je dis toujours, n'hésitez pas à m'écrire, là, diane.rivard@saintmathieuduparc.ca pour m'adresser vos questions et commentaires sur ce sujet ou tout autre point qui suscite votre intérêt. Il nous fera plaisir de répondre sur les balados, sur l'infolette, etc. à vos questions. Alors, merci Eric. Merci Diane. Merci tout le monde et à la prochaine.